Donc on commence par la première table ronde sur l'agriculture, comment les approches paysagères qui travaillent avec l'agriculture ont permis d'aller au-delà des thématiques agricoles et de rentrer dans des problématiques de développement territorial. Donc il y a les intervenants. On va commencer par l'intervention de Roser Vernet-Vanguera avec Ferran Mestre, qui viennent du Priorat en Catalogne et qui vont nous raconter ce qu'ils ont fait depuis déjà une vingtaine, trentaine d'années. Ensuite, Ferran Mestre qui vient de... non, excusez-moi. Ensuite, c'est Paola Nella Brandini qui vient de Milan Sud, l'Institut Polytechnique, et qui nous parlera de tout ce qui se fait également depuis déjà une trentaine d'années. Ensuite, alors, je ne sais pas où est passé... Si, voilà. Ben, installez-vous. Donc, il y a, que je ne me trompe pas... Donc, Monsieur Dominiquès, voilà, vous avez qu'à vous installer quelque part, qui est, lui, directeur des Anges Gardins. Les Anges Gardins sont une association du secteur qui travaille sur la réinsertion, enfin, il nous expliquera ça. Et également, donc, alors, ensuite, dans nos répondants, il y a d'un côté, je suis perdu, Marc Benoît, oui, le chercheur à l'INRA, et Emmanuelle Latouche, directrice adjointe du CERDD. Voilà. Bon, donc, allez-y, commencez tout de suite, et puis... ah ben oui, il y a Gaël également, Gaël des Déserts, qui vient nous présenter ce qui se passe sur la ferme de Villarceau, qui est une ferme qui appartient à la Fondation pour le Progrès de l'Homme. Voilà. Bonjour, merci à tout le monde de nous avoir invités, d'être là. On va essayer d'expliquer 6 minutes et demie chacun, 10 années d'histoire. Ça ne va pas être facile. D'abord, on va quand même vous expliquer un peu le contexte où se déroule ces processus qu'on est venu vous expliquer. Parce qu'on vient de loin et c'est normal que vous ne connaissiez pas le Priorat. Donc le Priorat, c'est une petite région du sud de la Catalogne, une région très peu peuplée, une région rurale, qui a donc cette caractéristique-là, qui ont donc marqué son histoire depuis toujours. C'est un territoire qui a suivi un développement agricole qui est conditionné par sa géographie. C'est un cirque de montagnes qui l'isole un peu des régions voisines qui ont suivi un développement tout à fait différent. Donc la province de Tarragona, c'est plutôt dans l'industrie pétrochimique, le tourisme de masse et un chaos urbanistique et d'infrastructures assez important. Le Priorat est resté un peu en dehors de ce développement et a été et toujours une région agricole qui a connu, surtout depuis la phylloxéra, donc des crises constantes et un déclin continu de tout le siècle, le XXe siècle. À la fin du XXe siècle, au tournant du début du siècle XX, on a assisté à deux événements simultanés et contradictoires en même temps. D'un côté, c'était donc le relevé de la valorisation du vin et de la viticulture, et d'un autre côté, des projets agressifs sur ce territoire-là. Un territoire qui n'avait pas une conscience d'avoir un paysage. Donc, c'était un territoire qui n'avait pas cette conscience-là. Le paysage, c'était quelque chose qui se passait ailleurs, pas chez nous. Et ces projets agressifs donc, se concrètent sur des projets énergétiques venus d'ailleurs, qui voulaient donc installer des centrales éoliennes, plusieurs centrales, dont la plupart sur le sommet, la crête de cette montagne que vous voyez là, le Mont Shan, qui est la montagne, disons, le symbole identitaire principal.
et avec une valeur naturelle et symbolique très forte. Alors, cette menace-là, elle s'est produite dans un moment, comme je vous disais, où il y avait un espoir de renouveau, un espoir de ne pas être obligé à être une population condamnée à l'exode, et donc ces projets-là, sur un paysage qui a été très conservé, puisqu'il était abandonné, et qui avait donc un timide début d'un agrotourisme basé sur ces paysages-là. Donc ces projets-là ont provoqué une réaction importante qui a suscité des débats, des réflexions, des propositions qui ont mis en question aussi les choix politiques des gouvernements par rapport au territoire de la Catalogne du Sud vis-à-vis de ceux du Nord, toujours beaucoup plus appréciés. La mobilisation sociale que ça a provoquée, ça a abouti d'un côté à la déclaration d'un parc naturel du Mont-Saint, donc, et celle de la montagne qu'on a vue tout à l'heure. Attendez, estic trobarant un embolic, estic anant endavant i anant enrere. Voilà. Et ces débats, ces réflexions, donc en plus de la mobilisation, ont abouti à la création d'une association qui s'appelle Prioritat et qui s'est créée pour mettre en place un projet de candidature à l'UNESCO des paysages culturels agricoles. Cette candidature, elle est conçue comme un outil de valorisation du paysage. C'est une candidature instrumentale, ce n'est pas un objectif finaliste. C'est un processus qui nous intéresse pour le parcours qui nous oblige à faire. Cette candidature, donc, nous oblige et nous permet de faire un dossier pour expliquer et pour nous expliquer notre paysage et surtout pour découvrir ou redécouvrir ou mettre nom aux valeurs de ces paysages-là. C'est un paysage qui nous explique d'une façon très lisible, très claire, l'histoire de l'activité humaine dans ce territoire. C'est un paysage qui nous montre une diversité, depuis la géologie jusqu'à l'immatériel, très forte, avec une netteté, une clarté, une lisibilité et un sens de la mesure, de l'équilibre, de l'échelle et de la dimension, et surtout un paysage qui nous montre aussi l'histoire de l'effort et de l'adaptabilité de cette activité sur ce territoire-là. Et en plus de ça, un patrimoine immatériel qui l'agglutine et qui lui donne du sens. Cet exercice aussi nous a permis de prendre conscience de la nécessité de connaître et surtout les habitants du pays de cette complexité de ces paysages, de ces valeurs, et du coup donc, aussi par des exigences du dossier de candidature, garantir à l'UNESCO la sauvegarde de ces valeurs. Donc, nous doter d'un système de gestion, des mécanismes et des organes nécessaires pour aboutir à cette sauvegarde. Cet enjeu nous a permis, il nous a obligés, d'une façon volontaire, disons, de mettre en place un processus de participation citoyenne très participé qui impliquait les élus, les administrations, les différents secteurs socio-économiques de la société. Pour bien le formuler, il ne faut jamais oublier que l'initiative part depuis le début de la société civile. Donc, ce n'est qu'après que les élus, les administrations rejoignent cette démarche-là. C'est-à-dire que garantir cette sauvegarde, ça veut dire agir sur les constituants de ces paysages-là. Au-delà de la vision purement esthétique du paysage. Nous, on entend le paysage comme le visage de ces territoires qui montre les conflits qui existent, qui montre la santé de ces territoires, qui montre son état d'esprit, son niveau d'auto-estime, etc. Donc il ne suffit pas de maquiller le paysage pour qu'il soit beau, il faut absolument agir sur ce qui se passe derrière le décor. Le système de gestion qu'on a mis en place, donc, ce que montre cette diapo. Donc, à ces trois niveaux, le niveau de décision, c'est l'Assemblée générale où il y a une trentaine d'acteurs du paysage, plus une permanente pour qu'il soit plus opératif.
Le niveau de l'exécution, avec un bureau de paysage et des commissions techniques qui ad hoc. Et surtout, pour nous, le plus important, c'est les forums. Les forums qui sont ceux qui vont, disons, permettre la continuité de cette participation citoyenne qui, pour nous, finalement, c'est la valeur le plus principale de ces paysages culturels. Et ça, c'est Ferran qui va vous expliquer un peu, surtout le forum agricole, que c'est notre forum le plus important, plus qu'on parle d'un paysage agricole. Bien. Alors, vous voyez notre paysage, que c'est un mosaïque agricole, un polycultif. À partir des années 90, nous avons vu ce qu'on appelle la révolution du vin de Priorat, que c'est une récupération des valeurs de l'identité de notre produit local. On a transféré cette identité et cette valeur à l'huile d'olive, mais pour nous, pour préserver ces polycultifs, que c'est notre paysage et que c'est notre gastronomie aussi, il reste de transférer cette valeur de l'identité des produits locaux à d'autres produits, comme sont les fruits secs, les produits du bois, les bétails, les animaux, pourquoi pas. Alors nous avons fait dans les forums Maria, que c'est une plateforme citoyenne de participation et qui cherche de coordonner les différents efforts des institutions, des paysans, des coopératives pour coordonner à ce moment. On cherche de les coordonner. Et alors, on a aménagé des groupes de travail avec cette idée de dynamiser l'agriculture, parce que c'est un cercle. Les paysages agricoles en polycultif, c'est la clé de notre développement socio et économique. Et le développement socio et économique, c'est la clé de la préservation de notre paysage agricole. Alors, nous avons ces groupes de travail. Le premier est très important, c'est le banque de terre du Priorat, que c'est une partie importante du système de gestion et que c'est la garantie ou la stratégie pour les relèves générationnels. Que c'est difficile, parce que les jeunes, quelquefois, ils préfèrent démarcher vers la ville. Le forum, ce qui prétend, c'est de faire des supports pour la création d'un réseau de supports pour les jeunes agriculteurs, avec surtout des formations. Et pour penser les motifs psychologiques qui mènent les jeunes à partir et à n'être pas agriculteurs. Un autre groupe, c'est la communication. On prétend de faire un réseau communicatif pour coordonner toutes les initiatives que nous avons. Un groupe d'agriculture durable, bien sûr, très important, axé sur la préservation du sol et de la fertilité et de l'eau du sol, très important pour nous. Nous avons un été très dur. Nous avons besoin aussi de prendre conscience des effets des pratiques agricoles liées au pétrole sur notre environnement. Et bien sûr, c'est pour ça que nous sommes ici, pour apprendre à faire le débat sur la transition énergétique. Cet effet, nous avons par exemple l'attraction animale jamais perdue, en expansion, et nous avons de restaurer aussi ces animaux pour les cycles de la fertilisation de la terre. Et à niveau énergétique, profiter le soleil, bien sûr, les déchets agricoles, et dimensionner la génération d'énergie à notre petite échelle. Un autre groupe, c'est des abattoirs locaux pour aider à la ferme bio. Il y a quelques fermes bio avec fermeture du cycle énergétique et à aider aussi à les pâturages extensifs pour la gestion forestière aussi. Nous avons un groupe aussi de santé et nourriture pour lier les valeurs des produits agricoles locaux de chaque saison et principalement les fruits secs, les noisetiers, les amandiers, qui sont une valeur nutritionnelle et gastronomique pour nous et paysager. La floration de l'amandier, c'est un cadre postal très joli. Je recommande vous de venir au Priorat en février parce que c'est superbe. Lié à ça,
les groupes de variétés traditionnelles, de récupération et diffusion des variétés traditionnelles, des légumes, des fruits, des amandiers, des noisetiers, de la vigne aussi, du vignoble. Croyons aussi que les variétés traditionnelles transférées au potager familial, mais aussi aux agriculteurs professionnels, et une sortie commerciale aussi, et pour les restaurants. Et alors, les derniers groupes, c'est le commerce local et restauration, pour améliorer la communication entre les agriculteurs et le tourisme, le secteur touristique. Et nous avons, c'est important pour nous de dire, nous avons une forte complicité avec un réseau coopératif catalan, que c'est la xarxa Ateneus, Athénée, c'est possible de dire ça en français, Athénée, non? Un réseau coopératif. Nous avons une forte tradition coopérative au Priorat, mais basée en l'agriculture. On prétend de cette forte tradition coopérative la revaloriser dans d'autres domaines, comme le commercial, pour faire front à les exploitations plus industrielles qui sont une menace pour nous, on peut dire. Alors, merci beaucoup de votre attention. Bon, à toi, Paola. Donc, après une zone un peu en déprise il y a 30 ans, maintenant Milan, une grosse ville, métropole. Donc, on attend le PowerPoint. On va changer de paysage, c'est sûr. Ah. C'est moi commandé maintenant? D'accord. Ah oui? D'accord. Voilà. Et ça, le changement est évident. Donc, bonjour à tous. On est sur des rizières, comme vous voyez. Et c'est au mois d'avril, quand elles sont remplies d'eau. Et la ville derrière, la ville qui est autour. Et ça, c'est un des paysages typiques du parc agricole. Alors, je parlerai du parc agricole, mais non seulement du parc agricole, et en général de ce que s'est passé à Milan dans les derniers 20 ans et qui, d'après mon point de vue, en tant qu'enseignant-chercheur, a été une sorte de révolution concernant l'agriculture. Personnellement, je ne croyais pas qu'on arrivait à ça et j'ai vécu un changement agricole important, surtout pour ce qui concerne l'agriculture urbaine. Donc, là, vous voyez la carte schématique du parc agricole qui ne couvre pas l'entière Aix-Provence et maintenant métropole de Milan, couvre plus ou moins la moitié. Les jaunes, c'est les parcs, et ce que vous voyez en blanc, ce sont comme des trous, et ce sont les villes. Donc le parc agricole couvre seulement la surface agricole. Comment il est né? À partir d'une volonté de la démunicipalité, 61 municipalités, des experts de la culture commune qui a eu besoin de préserver la partie sud de Milan, qui était dédiée à l'agriculture, avec une agriculture riche, très productive, par rapport à l'industrialisation du nord de Milan et à l'archement des terres qu'il y a eu au nord. Et donc, le parc agricole s'est fondé en 1990 avec un parc en tant que parc régional pour protéger les paysages et l'environnement. Donc, le mot paysage est rentré déjà dans la finalité du parc, mais surtout pour relier la ville à la campagne et relier les zones extérieures au système urbain vert. Ensuite, il y avait l'entrée écologique, l'importance des espaces boisés et des activités culturelles et récréatives. La place du paysage, on la voit dans les plans territoriaux qui a été fait 10 ans après, dans les années 2000. Et dans les plans, vous voyez la carte sur la droite, il y a des zones qui sont protégées, des territoires agricoles des centres urbaines et des centres métropolitaines. Donc, ce nouvel
formules de territoire, de franges. Alors, il y avait différentes définitions, franges, périurbain, intra-urbain. La définition donnée par les parcs a été territoire agricole des ceintures, mais aussi des réserves naturelles et ce qui est, de mon point de vue, remarquable, l'importance du bâti. On a des grandes fermes, comme vous voyez sur la gauche, des grandes fermes à base céréalière et zootechnique. Ce sont des fermes de 10, parfois à 15 bâtiments qui étaient autonomes des vrais villages. Et donc, il y avait 3 formes dans les parcs de protection du bâti, de valeurs remarquables, jusqu'aux petits, aux ensembles d'une valeur paysagère, jusqu'au petit patrimoine matériel. Mais aussi, le parc s'est engagé à protéger des paysages et des techniques agricoles. Comme vous voyez en bas, c'est une prairie verte qu'on appelle marchita, une prairie qui est recouverte d'eau même l'hiver. C'est un système du Moyen-Âge qui est arrivé jusqu'à maintenant, mais qui a connu, comme la plupart des paysages traditionnels, une défaite à partir de la mécanisation, du changement de l'alimentation des bovins et de la perte des techniques de la part des agriculteurs à la fin des années 70. Elle a connu une décroissance et donc le parc s'est engagé à préserver les champs et les techniques, les agriculteurs qui étaient encore capables de garantir cette technique. Qui fait partie du patrimoine. Je vous ai parlé de l'évolution. Une évolution à 3 niveaux concernant le regard de la ville, de la métropole, vers l'agriculture. Il y a eu les parcs aux années 90, mais ce n'était pas suffisant. Les agriculteurs ne se sentaient pas partie du parc. Et donc, le processus a été long pour leur faire dire « Maintenant, je suis content que le parc existe et qu'il nous a gardés là ». Et l'évidence du fait qu'ils avaient besoin de quelque chose d'autre, c'est l'émergence de toute une série d'autres projets que vous voyez en haut. Donc le parc agricolo Ticinello, le parc des Rizières, qui ce sont des projets de ce qu'en France on appelle projets de territoire, en co-construction entre les agriculteurs et les citadins, donc qu'ils partent du bas. Alors que le parc agricole, elle partait d'où donc à partir des élus et des experts. Donc ces deux exigences se sont rencontrées à un certain moment et à partir des années 2010, aussi la formation des districts agricoles soutenus par la région mais qui sont des associations de sociétés des agriculteurs ont vraiment dynamisé l'agriculture et ont fait que les agriculteurs ont commencé à s'occuper du paysage et dans leurs plans, dans les plans des districts, à parler du paysage parmi les 10 actions qu'ils voulaient amener. Le processus a été accéléré grâce à l'exposition universelle en 2015 qui était sur la nourriture, donc sur Nourrissons la planète, et qui était un déclencheur immense pour tous nous on s'occupait d'agriculture, parce que tout le monde en parlait et donc finalement tout le monde nous écoutait. Qu'est-ce qu'a fait les parcs pour se rapprocher aux agriculteurs? Toute une série d'actions, d'accompagnement. Ils ne donnaient pas de l'argent directement, mais ils accompagnaient des actions comme le marché à la terre, le label pour la production d'une qualité environnementale, donc pas la qualité des produits, mais en général des gestions de la ferme.
de points d'information comme les points parcs, aussi qu'une guide des entreprises agricoles multifonctionnelles, donc pour pointer sur la multifonctionnalité de l'agriculture autour de Milan, qui était toujours une agriculture très avancée. Et grâce à l'industrie, elle a été toujours, au fil du temps, très innovante. Parmi les projets réalisés par les territoires, voilà, les parcs de Ticinello, le parc des Riserets, donc avec la collaboration entre citadins et les agriculteurs, pour préserver des paysages et s'appuyer aux éléments du patrimoine. C'est toujours une composante remarquable dans ces paysages, dans ces projets. Dans le parc de Ticinello, c'est les réseaux des haies et encore la présence des marchite. Le parc des Riserets, c'est la culture du riz, très ancienne. Au milieu, le progetto agricultura, la ferme all'interno, ce sont aussi encore des marchite et la présence aussi d'un patrimoine immatériel, parce qu'on dit que même Pétrarque est passé voir la ferme un jour. Et quand on rentre au milieu du parc, des projets qui sont portés par les mairies, par le parc et par les citadins. Donc un vrai projet concerté. Ça c'est un musée, une nouvelle idée d'un musée, musée workshop, qui est dans un bâtiment. C'était une ferme modèle du début du XXe siècle, qui était en condition un grave dégât, et l'étable a été restaurée et a été installée en musée multifonctionnel, donc avec des expositions permanentes, temporaires, une cuisine, parce que c'était un laboratoire de goût, et une librairie, qui n'est pas seulement dans la ferme, mais qui s'ouvre au territoire. Et donc la volonté de faire connaître les fermes qui sont les principaux fournisseurs des produits pour la cuisine, donc pour les laboratoires de cuisine, et qui sont les producteurs du paysage qu'on a mis en valeur à travers de la carte thématique qui va toujours montrer les paysages historiques. Donc d'où vient-il ces paysages qu'il a 300, 400, 105 ans. Donc un projet qui a connecté différentes municipalités. Donc, est-ce que le paysage a été un moteur pour la transition de Milan vers l'agriculture? Parce que Milan n'était pas connu pour l'agriculture. Vous connaissez peut-être pour la mode, pour l'industrie, mais maintenant, ou bien dans ce contexte, peut-être vous déjà avez commencé à découvrir Milan en tant que ville agricole, deuxième ville agricole d'Italie. En tant que surface. Je crois que la transition s'est appuyée surtout sur la valeur matérielle et immatérielle du paysage. Le bâti et les traditions liées au bâti rural ont toujours été un moteur déclencheur pour la prise de conscience d'un patrimoine qu'on risque de perdre. Et à côté, l'espace ouvert, dont les champs, les traditions, les techniques agricoles. À côté de ça, donc je ne parle pas que du moteur culturel, il y a l'importance dédiée à la biodiversité, à une agriculture de proximité, à la participation citadine. Donc aussi, l'entrée environnementale a été importante. Mais on n'a pas terminé. Maintenant, l'agriculture urbaine est plus reconnue, soit autour de la ville, donc je parle de l'extension du parc agricole, soit dans la ville par la municipalité de Milan qui
qui est aussi propriété foncière. Elle est propriétaire de 61 fermes dans la ville. Et donc qui devait être en première... qui devait être... premièrement engagé dans cette sauvegarde, mais qu'il n'a pas fait pendant longtemps. On n'a pas terminé. Je crois que le défi, c'est maintenant du changement, de trouver des forces pour que ces traditions et cette agriculture peuvent être un appui pour le changement climatique et surtout pour la dépollution des eaux. Aussi, le système de marchite ou de ces techniques anciennes peuvent être un appui pour améliorer le climat dans la ville, autour de la ville, et aider à un problème de dépollution d'eau qui existe à Milan depuis longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc après 2 cas très contrastés, une réaction peut-être de Gaëlle des Déserts, là, d'une agriculture encore différente, après une zone de montagne sèche qui était en déprise, ensuite une agriculture périurbaine, et maintenant dans une zone de grande culture en région parisienne, dans une ferme de 360 hectares. Donc comment tu réagis par rapport à ces présentations? Qu'est-ce que ça te révèle? Quelles sont tes réactions? Donc, vous avez vu, je fais partie du collectif, et puis en fait, je suis salariée de la bergerie de Villarceau, donc dans le Vexin. Donc c'est avec cette casquette-là que j'interviens. Mais je n'oublie pas du coup le temps, puisque je suis aussi dans l'organisation, donc je vais essayer de faire court. Donc là, l'idée, c'est en effet de voir comment nous, à Villarceau, ce qui a été présenté là peut résonner et nous faire avancer et nous réinterroger. Donc simplement pour vous resituer, Villarceau, c'est là donc, où est né le collectif PAP, ce qu'a dit Odile tout à l'heure. C'est un site donc, de 600 hectares en tout, 230 hectares de forêt, 370 hectares de terres agricoles. Donc pas du tout la même échelle que chez vous. Là, on est vraiment sur un territoire, on ne peut même pas parler de territoire, c'est un site beaucoup plus réduit. Donc dans le Vexin français, qui est au nord-ouest de l'Île-de-France, limite Normandie. Donc un territoire, un grand plateau agricole très marqué par l'agriculture conventionnelle et industrielle, qui a connu donc une grande mutation suite à la Seconde Guerre mondiale. Et donc la bergerie de Villarceau, comme l'ensemble du territoire, a connu ces grandes mutations que vous connaissez, je pense. Et depuis le milieu des années 90, le propriétaire du site, donc la Fondation Charles-Léopold Meyer, qui soutient aussi ce colloque, a initié une transition pour cette bergerie et a voulu en faire non pas un modèle, mais un prototype de ce que serait une transition d'une grande exploitation conventionnelle en un site agroécologique qui soit plus autonome en termes d'intrants et qui soit plus résilient face aux aléas climatiques, économiques, sociétaux auxquels on doit s'attendre. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'en fait, pour assurer cette conversion, les porteurs de projets initiaux, dont Mathieu Calam qui conclura cette journée, n'ont pas eu peur de modifier radicalement le paysage qui était en place. Et au contraire, on voulu montrer comment le changement de modèle doit passer aussi par un changement de forme et de visage. Et on ne peut pas produire de la même manière en gardant le même socle et outil qui a été celui d'une agriculture conventionnelle. Donc la forme a été radicalement modifiée, le parcellaire a été recomposé avec des parcelles beaucoup plus petites, en lanière d'une moyenne de 8 hectares. La rotation des cultures a été largement diversifiée et allongée, ce qui fait que dans le paysage, on a une diversité beaucoup plus marquée, une saisonnalité qui est lisible. Les prairies réintroduites font aussi que le paysage va évoluer vers un paysage d'élevage, avec ses clôtures, avec les animaux qui, du coup, le réhabitent. Et puis la trame arborée va être très travaillée pour être au service de la culture et assurer un enrichissement mutuel entre la partie cultivée et la partie arborée. Donc l'arbre un peu sous toutes ses formes. Je ne vais pas préciser là, ce n'est pas l'objet.
Mais du coup, ce qui prend forme, c'est en fait quelque chose de nouveau, qui est radicalement différent de ce qu'il y a autour de ce site. Alors, les résonances, du coup, avec ce que vous avez présenté, alors, vous en avez moins parlé là, mais dans l'article que le collectif PAP a réalisé suite à votre visite, c'était beaucoup plus marqué. Ce qui m'a marqué, c'est la façon dont les formes spatiales que vous avez dans le priorat, que vous avez trouvées, sont très diversifiées. Donc, vous parlez de mosaïque, donc le territoire est plus grand, donc forcément il y a plus de situations différentes. Vous avez aussi un relief qui est plus marqué, et donc des pentes, des expositions, une diversité de sols, qui fait que la richesse de votre paysage retrouvé est qu'il y a une mosaïque, une grande diversité. Ce que chez nous a été plus délicat, ou vous pourrez travailler là-dessus, mais chez nous c'est beaucoup plus plat. Donc le relief est plus homogène, le sol est plus homogène, et donc la forme est plus homogène aussi. C'est pas la même échelle. C'est vrai qu'on pourrait aussi, nous, retravailler à des échelles plus fines pour trouver des situations qui appelleraient d'autres solutions paysagères et donc d'autres formes. Je crois aussi que ce qui est marquant aussi dans votre présentation, c'est les forces vives humaines qui sont à l'œuvre pour créer ces nouvelles formes. Donc vous avez cité l'association Prioritat et puis plein d'autres coopératives et plein d'autres acteurs. Donc je crois qu'il y a ça aussi qui joue dans la construction des paysages de demain, c'est cette diversité d'acteurs qu'il faut pouvoir mobiliser pour trouver des solutions intéressantes. Donc nous, c'est vrai qu'à Villarceau, vu l'échelle du site, en fait, il y a une unité de gestion, une ferme pour la partie agricole et une structure qui gère la forêt. Donc c'est sûr qu'il y a moins ces croisements et cet enrichissement, même si... et là, ça rejoint un peu le cas de Milan, même si on travaille aussi beaucoup sur la multifonctionnalité de ce territoire. On est sorti un peu du fait établi jusqu'ici qu'un territoire rural, c'est un territoire agricole et qui ne sert qu'à ça. Là, au contraire, on veut montrer qu'il y a une diversité d'usages qui se développent, récréatifs, commerciaux. On pourrait imaginer bien sûr des activités artisanales qui se redéveloppent en milieu rural. Et en fait, c'est par cette multifonctionnalité qu'il y a davantage de monde qui intervient sur ce site et donc qui ont des idées, des propositions, des envies qui vont générer une diversité de situations à même de forger un paysage beaucoup plus diversifié et donc avec des complémentarités, des connexions, des intelligences de mutualisation qui peuvent se créer. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà le paysage, c'est avant tout fait de personnes et donc elles sont importantes aussi à intégrer. Donc là, c'est vrai que c'est assez intéressant, vous avez bien détaillé la manière dont vous faites participer dans le priorat l'ensemble des habitants, à Milan l'ensemble des agriculteurs et des habitants de la ville. C'est vrai que là aussi, je pense qu'on a pas mal à apprendre, nous, à Villarceau, pour voir comment on peut intégrer davantage de monde pour trouver des solutions qui, en termes de paysage, vont permettre de résoudre des questions de transition énergétique de notre site, transition agricole qui a déjà été bien avancée, transition alimentaire aussi. Et il y a un dernier point qui m'avait très intéressé quand on a été à Milan, parce que du coup j'ai eu la chance de faire la visite de site du Cas de Milan avec le collectif, c'est la manière dont c'est par la protection finalement que vous en êtes, par la protection assez stricte en fait des terres agricoles, des bâtiments. Je me souviens que les agriculteurs, s'ils voulaient réaménager un bâtiment, c'était toute une affaire, quoi, ou construire un autre bâtiment, et donc on avait presque l'impression que c'était un obstacle à l'évolution possible de ces exploitations agricoles. Et en fait, au contraire, c'est par cette exigence d'être attentif au patrimoine dont on hérite que des solutions ont été possibles en trouvant des formes plus nouvelles et de ne pas tomber dans les écueils des formes un peu simples qu'on aurait pu trouver plus facilement. Donc à Villarceau, il n'y avait pas du tout cette idée de protéger le paysage d'open field traditionnel du Vexin. Au contraire, pour servir la transition agroécologique du site, le choix de l'arbre, par exemple, a été largement réimplanté. Donc il y a énormément de haies qui ne sont pas traditionnelles sur le reste du territoire, au risque même, pour certains voisins, de se dire, Villarceau...
tant que c'est que sur le site de Villarceau, ça va, mais il ne faudrait pas que tous les agriculteurs du Vexin trouvent les mêmes solutions, parce que sinon on perdrait notre identité d'open field, de grands paysages ouverts avec des grandes vues, etc. Du coup, il y a un peu cette réflexion qui, je pense, va être largement débattue à la table ronde d'énergie, parce que c'est un peu le grand débat aussi de la transition énergétique par rapport à la protection des paysages, mais en agriculture, finalement aussi, ça peut être un élément intéressant pour réfléchir comment on fait évoluer notre paysage pour répondre à la fois à un héritage, une identité, une tradition, et en même temps faire avancer nos pratiques vers un modèle plus autonome et résilient. Voilà pour la question. Alors, on revient par ici avec M. Dominique Hess qui s'occupe des anges gardiens. Donc, je ne crois pas que ce soit exactement la même échelle que ce qu'on vient d'entendre du Vexin, mais donc vous allez nous dire ce que vous retenez un peu de ces interventions. Et ce que vous allez pouvoir nous dire aussi, ce que vous faites. Oui, bonjour. Alors moi, je vais certainement un peu plus vous parler d'un thème qui est un peu d'actualité. J'en suis un peu désolé, je ne vais pas surfer sur une vague, mais il se trouve que depuis 30 ans, ce qu'on essaie de mettre en place, on le qualifie comme un mariage entre l'écologie et le social. Donc, alors, c'est très d'actualité. Aujourd'hui, on en parle à peu près tous les jours, mais j'en suis désolé. Alors, une fois, j'avais effectivement mis en place un programme de recherche qui s'appelait Alim en marche. J'ai dû le débaptiser après les élections. Mais cette fois-ci, marier l'écologie et le social, je tiens quand même un peu à le garder pour ne pas se dénaturer jusque-là. Bon. Alors, moi, je vais peut-être plus volontiers facilement rebondir par rapport à l'exemple de Milan, parce qu'on partage cette urbanité, nous, puisque je vais vous parler de notre expérience du bassin minier. Et puis, ce qui m'a un peu interpellé, c'est cette question de la mobilisation habitante. Vous avez insisté sur la citoyenneté, intégrer les agriculteurs, et je pense qu'il s'agit bien de cela, finalement, au principal, c'est de voir comment recréer des complicités, de l'associativité, avec le paysage et à l'intérieur de la composante paysagère, avec le végétal, la plante, meilleur ami de l'homme depuis le début de la vie des hommes. Si c'est que cette plante a cette particularité, contrairement à certaines formes de minéralité ou de ressources naturelles plutôt fossiles et minéralisées, d'être difficile à soumettre, d'être plus difficile à soumettre. D'où la question de notre questionnement, enfin de notre interrogation sur la manière dont on peut recréer des formes de relations, de complicité avec la nature, celle qui nous porte et nous nourrit, et surtout qu'elle nous nourrit, c'est sur cet aspect des choses qu'on a plus particulièrement travaillé, sans soumission avec la nature, sans soumission de la nature. Et là, c'est tout un challenge sur lequel il faut bien évidemment mobiliser le plus grand nombre. Parce que la question du social, c'est quoi? C'est d'avoir de l'acceptabilité de ce qu'on fait, du consentement, je dirais même du consentement, je préfère le mot consentement. On parle de consentement à l'impôt, mais je pense qu'il faut avoir un consentement à la nature. La question effectivement de l'usage, du profit qu'il peut y avoir à la suite de ce consentement. Comment sommes-nous des usagers de cette nature, des paysages et de l'agriculture? Et puis les questions aussi qui sont maintenant un peu corrélées, les questions d'économie, les questions d'emploi qui sont associées à ça. Alors la particularité des anges gardiens, c'est d'avoir aussi travaillé cette question, un peu symbolique, de dire comment des gens dont on dit qu'ils n'ont pas d'avenir, donc des gens éloignés de l'emploi, peuvent participer à mettre en place des filières d'emploi d'avenir, notamment par l'agriculture biologique. Alors, je crois que, du coup, ce qu'on a essayé, nous, d'imaginer, peut trouver effectivement des particularités au regard des expériences. Alors, ce qui nous a semblé important, si on est effectivement dans cette complicité, ce respect dont je parle, cette non-soumission, la question de la biodiversité doit être une partie intégrante de la manière dont on va construire les paysages nourriciers. Alors ici, sur le bassin minier, ce qu'on a imaginé par exemple, c'est ce projet qu'on appelle nous d'archipel nourricier, dont la particularité est de suivre en fait une trame verte qui arrive à l'intérieur de l'agglomération Lancier-Vin, en lieu et place d'un ancien cavalier minier, donc ce sont ces voies ferrées, vous savez, qui
véhicule le charbon. C'est le cavet minier, pour ceux qui connaissent, qui est au pied des terris du 11 et du 19, les deux plus hauts terris d'Europe que vous n'avez pas été sans voir. Quand vous sortez ici du Louvre-Lens, on les voit à peu près de partout, qui sont situés sur la Sangoël. Voilà, très bien. Donc c'est au pied du CD2E, du CERD, donc de, je ne sais pas si vous l'appelez encore l'Écopole, mais enfin du site du 11-19. Voilà. Donc de faire en sorte effectivement qu'on puisse, et là je suis aussi intéressé par la question des fonctionnalités dont vous parlez, je crois qu'il est important sur des choses comme celle-là de pouvoir multiplier les fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité, c'est celle de la biodiversité sur l'archipel. La deuxième fonctionnalité, c'est celle de nourrir. Et la troisième fonctionnalité, c'est aussi de créer de l'activité économique qui permet à un moment donné de permettre à des gens, peu ou pas qualifiés, de trouver une place dans l'économie. C'est ça l'ambition, le projet de l'archipel. Je ne sais pas il y avait des photos ou c'est... Ah d'accord, pas pour nous. Ah, okay. Ouais, au cas où on aurait une photo, parce que je vois que là c'est une photo de l'Écopole à Audrey. Bon, c'est pas grave, on a mal choisi notre photo. Donc, c'est le premier élément en fait, qu'on a voulu mettre en œuvre, le cahier des charges que nous avions pour lancer effectivement cette question de production dans l'associativité. Alors, quand on parle d'associativité, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de le faire si à un moment donné, on ne mobilise pas les habitants. Et si les habitants ne sont pas les usagers principaux de ce que nous serions amenés à produire. Ce que nous allons produire principalement essaye de prendre acte des changements climatiques, des évolutions économiques du secteur de l'agriculture, ce qui nous a conduit à faire plutôt un archipel fruitier, à dominante fruitière. On vous a dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Les fruits, il faut encore les trouver. Et des bons, il faut aussi les trouver. Eh bien, sachez que ça devient de plus en plus compliqué dans nos territoires du Nord de trouver de bons fruits, surtout si vous obéissez au cahier des charges de l'agriculture biologique. Pourquoi ? Le stress climatique, le coût des transports, la non-disponibilité des terrains dans les territoires plutôt propices à la production de fruits, qui sont plutôt au sud chez nous, rendent de plus en plus difficile l'accès aux fruits. Donc on va commencer dans des territoires comme les nôtres de parler d'autonomie et de souveraineté alimentaire. Je ne rigole pas, hein. Je pense que là on commence à avoir des problèmes qui pointent dès qu'on est un peu exigeant sur la qualité de ce qu'on veut, au titre organoleptique, sans pesticides, etc., ça devient compliqué de se fournir. Et sachez bien que quand on travaille avec la nature, qu'on travaille avec la biomasse, qu'on travaille avec le vivant, on n'arrange pas ça en 2 coups de pierre à peau. Pour que des fruits produisent, pour la plupart, il faut 4, 5, 6, 7 ans pour pouvoir effectivement en vivre. Donc nous, on a essayé d'anticiper ces premiers signaux qu'on nous donne, que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir du fruit. Donc l'archipel nourricier est plutôt un archipel fruitier. On essaye de le faire en essayant d'être sur une logique plus volontiers. Alors je vous balance des idées comme ça parce que j'ai que quelques minutes, hein, donc je comprends que c'est un peu décousu, donc j'essaye de passer un peu des idées, des messages en corrélation avec ce que j'ai dit et ce que j'ai vu. De changement de mentalité, c'est-à-dire d'être beaucoup plus biomimétique. Quand on regarde certains paysages, notamment chez vous, on sent bien comment les lignes de force sont faites. Les végétalisations ont été produites par la main de l'homme en respect effectivement des lignes de la nature, des possibilités qu'offre la nature ou ce que la nature, parfois, nous invite à devoir considérer comme les phénomènes d'humidité, etc. Enfin, vous voyez, si vous avez des prairies encore en France, c'est parce qu'il y a des terrains qu'on n'a pas pu passer en céréales et qu'on n'a pas pu ou voulu drainer. Hein. Donc, il ne faut pas oublier ces choses où on se laisse un peu influencer par la nature en conduisant cela. Et puis, cette associativité dont je parle, parce qu'on parle beaucoup de participation, mais on ne voit pas toujours forcément la teneur et les forces de mobilisation. Il se trouve aujourd'hui que quand on met en place un archipel fruitier comme celui-là, finalement, au fond, on s'adresse à quoi ? On essaye de montrer qu'on met en place des choses sur ce qui n'a pas de prix. La biodiversité n'a pas de prix, l'emploi des plus faibles n'a pas de prix, la santé liée à ce qu'on produit n'a pas de prix. Et sachez que quand ça n'a pas de prix, on a un problème très souvent, c'est que comme il n'y a pas de métrique comptable, finalement, personne s'en occupe à la hauteur de ce qu'il faut. Alors, très symboliquement, nous, ce qu'on a souhaité, c'est de dire, sur ces sujets qui n'ont pas de prix, essayons de façon persévérante avec les gens. Alors, je sais très bien que ce qu'on fait, c'est une goutte dans l'océan. Avec les gens, de voir comment, à un moment donné, leur engagement sur ces choses qui n'ont pas de prix permet à un moment donné d'avoir une contrepartie. Alors c'est comme ça qu'on a inventé nous une monnaie. Donc nous les monnaies des crédits bancaires, les monnaies complémentaires, ça ne nous regarde pas. On a fait de la création monétaire. Vous voyez, c'est la seule image que je ramène.
Alors vous verrez, alors, pour ceux qui voudront voir à la pause, il y a 2 grands terris, c'est les terris du 11-19 dont on parlait. Vous allez voir, il y a des fruits, et puis des petits Égyptiens en clin d'œil justement au lieu où vous êtes, parce qu'il y a beaucoup d'exemples historiques qui sont là. Et puis des gens qui travaillent, parce que les Égyptiens, ils sont souvent travailleurs, vous savez, sur les hiéroglyphes, alors on les voit porter des charges, etc. Alors nous, c'est des poules, parce qu'on a un programme de conservation de la poule, parce que la biodiversité domestique est aussi importante, la poule bourbourg, que tout le monde connaît très bien. Bon, cette poule est en perdition. Le problème, c'est que les amateurs qui essayent de les garder, de les conserver, ils ont aussi des foyers. Ils ont éventuellement un époux, une épouse qui n'est pas tout à fait d'accord à l'idée que les poules se démultiplient à l'envi pour conserver la race. Donc, du coup, on a trouvé une idée, c'est de dire pourquoi les habitants ne seraient pas familles d'accueil de ces poules avec des contreparties. Je peux vous citer plein d'exemples comme ça. Donnez-nous des jardins. C'est simplement qu'il existe aujourd'hui dans le bassin minier plein de lieux, de jardins, où, en fin de compte, il y a des arbres qui produisent notamment des fruits, des noix, des coings, etc. Mais une fois que chaque foyer s'est servi sur son arbre, il reste énormément de fruits. Les sociabilités du passé, la famille permettait de les écouler. Là, tout ça, c'est un peu délité. Il faut que tout ça arrive à circuler. Grâce à ce type de marqueur, d'échange, on arrive à faire en sorte qu'on puisse faire société et intérêt autour de ces questions qui n'ont pas de prix. Alors, juste pour vous dire, cette histoire de mobilisation habitante, d'acceptabilité sociale, de ce côté rupture aujourd'hui qui existe, on le voit bien dans le débat des Gilets jaunes, cette espèce de fossé qu'il y a dans le rapport que nous pouvons avoir avec l'écologie et la nature. Je crois que toutes nos initiatives gagnent avec persévérance à créer les associativités qui fait que le peuple, les gens, tout le monde, par des choses très simples comme celle-là, avec des contreparties, parce que je trouve qu'il y en a marre à un moment donné parfois de demander aux gens de se mobiliser, de se sensibiliser, de faire des bons gestes, sans qu'il y ait un minimum de reconnaissance de ces gestes. Grâce à cette manne, on peut acheter des légumes, on peut acheter des poules, on peut acheter du grain pour les poules, on peut... Voilà. Eh bien, ces contreparties, je vois qu'il y a des initiatives comme Clink aussi qui essayent de trouver des lieux de contrepartie, vous savez, par rapport au recyclage, permettront à un moment donné de créer de l'intelligibilité, du sens, de la réconciliation dont nous avons besoin dans toutes nos initiatives, en sorte qu'effectivement, demain, les assemblées que nous formerons sont constituées d'une biodiversité aussi de gens qui viennent écouter, échanger et proposer. Merci. Bien. Donc, nous avons eu 4 exemples dans des contextes très différents et qui vont en même temps tous dans le même sens. Maintenant, peut-être 2 regards un peu décalés, extérieurs. Marc Benoît, donc, qui travaille à l'INRA et qui va nous dire quelques mots. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques points pris au débeauté des exposés. Par chance, j'avais un petit peu de texte avant. Ce que nous avons vu, mais ce que nous verrons dans toute la journée, c'est d'abord, alors, mon point de vue va être celui d'un agronome et chercheur. Voilà, donc comme ça, je plaide coupable. Ce sont des semeurs d'idées. Et donc, soyez de très bons terreaux pour que ces idées fructifient et embellissent là où vous êtes et là où vous rentrerez ce soir. Qu'est-ce qu'il nous montre aussi? Il nous montre que dans ces idées, alors j'ai pointé, moi, 1, 2, 3, 4, donc voilà, je vais faire un peu qu'un. Ils essayent d'inventer un futur qui soit heureux, basé sur la sobriété et souvent des faits de rareté, alors que ce soit des raretés de foncier, pardon, on veut garder des terres, ou que ce soit des raretés de gouttes d'eau en été. Il faut que les terrasses continuent à bien produire. Tout cela, ils le font à partir de ressources locales. Alors les ressources locales, ce n'est pas seulement les ressources naturelles, c'est aussi, et alors surtout pour le clin d'œil de ce que vient de nous dire Dominique, des ressources humaines. Troisième point, ils essayent d'accroître toujours les savoirs et les savoir-faire. Alors, accroître veut dire que de temps en temps, on récupère des choses qui existaient et on essaie de les répandre. Ou alors, on essaye de... Et là, le schéma qui est exposé sur le Milan, on commence par un parc
Et ensuite, il y a plein d'autres savoir-faire qui se créent en dessous. Ils nous ont tous parlé d'alimentation. On se rapproche du casse-croûte, c'est bon. Le message va passer vite. Vous voyez que dans tout ce qui était dit autour de ces paysages de la transition, l'aspect alimentation, qualité des vins, j'en rêve déjà. Je promets de ne pas venir seulement voir les fleurs d'amandier. Et les fruits. Alors dans les fruits, un clin d'œil, vous allez tous maintenant vous gaver de noix pour avoir votre stock d'oméga 3. Voilà. J'ai juste mis les fruits, il y a fruits et fruits, et ceux-là sont particulièrement géniaux pour nous les humains. C'était juste pour pointer dans la diversité de ce qu'ils nous apportent aussi. Et le dernier point qui était pour moi quelque chose d'intéressant, c'est ce lien que le paysage permet de faire entre les humains et les non-humains. Voilà, donc il y a les humains qui s'y mettent, et puis il y a plein de non-humains qui s'y mettent aussi. Alors juste pour un clin d'œil à Darwin et son article de 89, enfin 1800, sur les vers de terre. Voilà, ils n'ont pas été évoqués, mais vous les imaginez au travail derrière tout ce qu'ils nous ont dit. Le deuxième point que je veux, alors là je me décale complètement, par rapport à ce qui a été exposé là, il faut aussi que l'on tienne compte qu'il y a une vieille histoire de ces pensées, de ces textes. Alors, l'année prochaine, on va fêter les 400 ans d'Olivier de Serres. Donc, Olivier de Serres, son ouvrage qu'il a rendu célèbre, c'est Théâtre d'agriculture et Mesnage des champs. Je m'arrête juste sur Mesnage des champs. Le Mesnage des champs, c'est l'invention, donc en 1600, du terme management. Bon, ça a été un peu repris par les anglo-saxons, mais ce Mesnage des champs, il avait une dimension ménage, au sens ménager. Au sens je fais avec ménagement, au sens je fais attention à ce que je fais pour que cela soit bon pour les générations d'après. En plus, je trouve que c'était un peu culotté de la part d'un Olivier de Serres. On était en plein cœur des guerres de religion. C'était meurtre sur meurtre dans un moment où on n'imaginait pas des avenirs de la société française. En tout cas, pas des avenirs très reluisants à l'époque. Pour faire juste un petit parcours, donc personnellement, donc moi le texte qui me fait plus penser à ce que vous avez tous dit est un texte de collègues qui s'appelle Pays, paysans, paysages et qui a été écrit en 1975, qui parlait des prairies de la montagne vosgienne. Alors c'est juste par rapport au machite. Je pense que j'ai fait une erreur. Je vais améliorer la prononciation la prochaine fois que j'irai les voir, mais les prairies de la montagne vosgienne sont aussi irriguées de la même façon pour accélérer leur démarrage au printemps, à la fin de l'hiver, et aussi pour utiliser au mieux l'eau quand la neige fond et permettre à l'herbe de pousser. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on se parle d'herbe et d'herbe dans des zones humides. Pour finir, paysage et agriculture, donc qui était le cœur de cette première séquence. Eh bien, je vais mettre trois éléments. D'abord, les paysages sont des paysages à organiser. Alors, pour une agriculture, alors ils l'ont peut-être pas osé de façon aussi claire. Enfin, ils l'ont pas dit, donc ça, c'est moi qui... Ils veulent, ils pratiquent, ils développent, ils soutiennent une agriculture écologique. Voilà. Donc, pour aller vite. Ça veut dire que pour cela, il faut prendre en compte des potentialités très fines des territoires. Et là-dessus, les micro-terrasses, les petites zones, les choix de cultivars au priorat, moi je fais du petit lait. Et d'un autre côté, sur les potentialités, Gaël s'est presque excusé de dire « Oui, mais nous, à Villarceau, c'est quand même sacrément plus homogène, c'est moins rigolo, c'est moins... » Bon, eh bien oui, de temps en temps, on a aussi des diversités qui sont spatialement un peu moins découpantes, mais ça n'empêche qu'il faut les prendre en compte quand même et tenter de les révéler. Sur ce point-là, alors c'est juste, dans la salle, il y a quelques enseignants aussi, il y a aussi des étudiants, il y a même des postmasters. Il faut l'enseigner. Un des points terribles de ce petit terroir, voilà, j'ai lâché le mot, qu'on essaie de faire revivre avec cette diversité des territoires, c'est qu'essayer de traduire terroir en anglo-saxon,
C'est-à-dire qu'il faut l'enseigner, mais l'enseigner non seulement pour nous et les générations d'après, mais aussi au-delà de nos frontières, si on veut que cette diversité-là soit reconnue. Donc là, j'essaie de penser aux camarades qui vivent à l'heure actuelle avec Donald Trump comme président des États-Unis. Deuxième point de conclusion, les paysages pour une transition vers un développement plus harmonieux du territoire. J'ai envie de dire cela et ça me permettra de faire un clin d'œil à Odile comme ça sur l'harmonie. Ça veut dire qu'il faut réintégrer l'agriculture dans des débats de l'aménagement du territoire. Il y a eu des textes sur le déménagement du territoire. J'ai parlé tout à l'heure de ménagement. Eh bien, il va falloir effectivement, et les exemples présentés ce matin sont là-dessus remarquables, comment faire un aménagement qui ménage les territoires à long terme, à très long terme. Et à partir de l'expérience de Milan, j'ai vu Slow Food à un moment donné. Il faut rendre hommage à celles et ceux qui permettent une résistance pas totalement victorieuse, mais partiellement au hamburger. Et sur cette harmonie, je veux la poursuivre jusqu'au cuisinier. Voilà. Donc comme ça, je rajoute le nombril qui avait été un peu oublié, je rajoute le cuisinier qui avait été évoqué, mais peut-être trop rapidement, pour dire que ce que l'on fait, c'est aussi pour manger. Alors, quand je dis pour manger, il ne faut pas aller trop simple. Je veux dire, l'agriculture, ça sert aussi à s'habiller. Merci. Je veux dire, le lin n'est pas si mal que ça quand il fait un peu chaud. Et ça peut aussi servir à soigner. Les huiles essentielles, à l'heure actuelle, sont de plus en plus utilisées pour plus que seulement s'alimenter. Enfin, les paysages contribuent à aider les humains à imaginer des avenirs. Alors, c'était très net dans l'exemple du priorat, mais les grosses fermes autour de Milan et leur passé multiséculaire, c'est exactement cela. C'est-à-dire comment, à partir de ces paysages, on invente des agricultures diversifiées pour l'avenir. Alors, juste pour ajouter 2 exemples, alors, si vous mangez encore des produits d'origine animale, bien sûr, vous allez les manger exclusivement à base d'herbes de prairie permanentes et pas d'un mélange maïs-soja importé du Brésil. Et donc, si cela est vrai, vous n'oublierez pas de consommer quelques produits de la vallée de la Bruche et du comté. Mais vous ne consommez plus d'emmental. Vous savez la différence entre les deux. C'est que l'un des deux, l'emmental, a un rapport oméga 3, oméga 6 affreux. Et dans l'emmental, vous avez beaucoup de soja brésilien, avec les conditions de production du soja brésilien. Dans le comté, vous n'avez pas ce que j'ai dit avant. Donc maintenant, le développement de l'emmental et du comté dépend de votre appétit. Et pour finir, 3 points ramenés à la maison. Les philosophes disent, synthèse, non, c'est les 3 pieds du tabouret. 1, les sols. Les sols, c'est la très petite pellicule qui permet à notre Gaïa, comme dirait Bruno Latour, de tenter de résister à la pression de nous, les humains, et des changements que vivent ces très fines pellicules. 2 à 3 mètres de sol pour les sols les plus profonds, pour 6 millions de mètres jusqu'au cœur de la planète. C'est rien. Et si jamais ces sols-là sont mal, les générations d'après ne seront plus. Donc c'est simple. Il faut toujours articuler activité, acteurs et territoire. Et dans cette articulation, je trouve que ça a été très bien montré, les habitants, les universitaires, les chercheurs, les élus et les innovateurs doivent pouvoir travailler ensemble. Et ce n'est pas si facile à faire. Enfin, pour terminer, ils l'ont dit, les solutions basées sur la nature, on n'a pas d'autre voie. La seule chose à faire, c'est d'en inventer une énorme diversité pour qu'elle puisse être applicable dans tout un tas d'autres endroits de notre petite planète. Merci pour ces exemples encore. Alors, Emmanuelle Latouche. Merci. Toujours un peu difficile de parler en dernier, parce que pour arriver à rajouter des idées par rapport à ce qui a été dit.
Je travaille pour un groupement d'intérêt public qui travaille à la fois pour l'État, la région, l'ADEME et les collectivités, et qui essaye d'accompagner par de la ressource, par des moments d'échange, la transition au sens le plus large vers un développement durable, donc intégrant la transition énergétique, la transition alimentaire. Voilà, donc je suis ravie d'être ici. On a une marotte au CERD, c'est le dialogue et la concertation qui sont pour nous des volets incontournables de la construction d'un développement plus durable. Et donc, l'approche paysagère rime parfaitement avec nos travaux. C'est une approche à la fois intégrée, qui effectivement est le reflet fidèle des choix de développement qu'on a pu faire jusqu'ici, que ce soit une ligne à haute tension, un open field ou encore une autoroute. On voit bien qu'on a là une image, une espèce d'instantané de tous les choix qu'on a fait jusqu'ici. Et du coup, nous, CERD, on peut lire dans le paysage finalement à la fois le développement pas durable et peut-être imaginer le développement durable. Donc on est fort intéressé par ces approches de paysage. La spécificité pour moi du paysage, c'est quand même, et ça a été dit en introduction par la présidente du collectif, c'est que c'est un bien commun. On n'a peut-être pas encore prononcé le mot, mais par contre, il interroge et il convoque le sensible, l'esthétisme, ça a été très bien dit, et donc il nous interroge tous. Et en ça, c'est un objet finalement de démocratie, puisqu'on a tous un avis par notre passé sur le paysage qui accompagne notre enfance, qui accompagne notre quotidien. Voilà. Par contre, ça le rend extraordinairement complexe. Moi, j'ai eu de l'écologie dans le biberon. Les éoliennes, je trouve ça vraiment très beau. Si j'étais agriculteur, fils de quelqu'un qui avait rasé toutes les haies pour être plus efficace, peut-être que je détesterais les haies. Donc voilà, on a bien une interpellation personnelle dans le paysage, et ça, je trouve que ça renvoie au sujet, parce que moi, je ne suis pas paysagiste, très, très compliqué. Dans les témoignages, j'en viens, moi, il y a 3 idées qui m'ont semblé peut-être ressortir ou être derrière un peu ce qui a été illustré par vos exemples et qui était vraiment super intéressant. C'est que donc, grâce à cette approche sensible, grâce à cette interpellation du paysage, avec l'exemple espagnol, on le voit très bien, on a finalement dans le paysage un levier d'appropriation citoyenne des enjeux de la transition des territoires. C'est-à-dire que si peut-être il n'y avait pas eu cette menace d'éoliennes en haut de vos jolies montagnes, peut-être bien que vos collègues du territoire ne se seraient pas posé forcément la question et de la transition agricole et de la transition énergétique. C'est-à-dire que ça a finalement interpellé et mis en débat la transition du territoire, et ce par l'entrée du paysage. Donc ça, c'est quand même assez génial. J'avoue que j'y avais pas forcément pensé dans ces termes avant de vous écouter, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Je travaille par ailleurs sur la méthanisation, donc là ça rejoint un peu la table ronde d'après, pardon, mais ça interroge quand même les agriculteurs. Ici en région, nos agriculteurs se lancent beaucoup dans la méthanisation. Les méthaniseurs, pour l'instant, moi je trouve pas ça encore très joli, et beaucoup de mes concitoyens sont comme moi, trouvent pas ça très joli. Et du coup, on a dans le développement de la méthanisation un enjeu d'appropriation citoyenne majeur. Les gens, ils disent, ça va venir dans mon paysage, au bout de mon jardin où j'ai acheté ma maison avec beaucoup de difficultés. J'avais du monde rural à mes fenêtres. Maintenant, j'ai un méthaniseur. Je suis pas trop d'accord. Donc là encore, on a une interpellation finalement par le paysage de la question de la transition énergétique. En fait, c'est vraiment un autre exemple qui fait écho au vôtre. Deuxième idée, c'est plus peut-être l'exemple italien ou encore celui des Anges Gardins, bien sûr, qui pose cette question. C'est la question de la complicité ville-campagne. Alors c'est des choses qu'on a beaucoup racontées il y a longtemps. J'étais jeune à l'agro, on parlait déjà de lien ville-campagne, mais finalement la question est complètement posée par le paysage. Est-ce qu'on n'a pas là un moyen de réconcilier vraiment, et vous l'avez très bien montré, madame, en Italie, et puis ici sur le bassin minier, les urbains et les ruraux. Au CERD, on prévoit de travailler plus finement sur ces questions de réciprocité, mais très concrètement. C'est-à-dire que c'est pas seulement on s'entend bien avec notre grand-père agriculteur. C'est que véritablement, pour gérer cette transition de manière durable, il va falloir rétablir des vrais contrats entre le monde rural et le monde urbain. Parce que notre eau, ici à Lille, enfin on n'est pas à Lille là, mais à Lille, l'eau potable, elle vient du monde rural. On ne peut pas faire sans interroger les pratiques agricoles sur les sources et les captages.
on n'est pas indépendant. Sur l'alimentation et les bonnes pommes dont tu parlais, moi en ville, je peux essayer de mettre un pommier dans mon micro-jardin, mais ça ne va pas le faire. J'ai absolument besoin des agriculteurs. Donc cette question du paysage par les entrées que vous avez montrées, finalement réinterroge aussi cette complicité active entre urbains et ruraux, et donc la manière dont on peut construire ensemble, et vous l'avez dit, l'avenir de nos paysages communs. Et sur cette question, je voudrais juste pointer la question des paysages de transition, enfin, de ces ceintures vertes, de ces banlieues qui n'ont pas d'identité. Je pense que dans cet avenir commun, en termes de paysages, il faudra aussi, bien sûr, les réintégrer et penser le continuum paysager entre le centre urbain et le monde strictement rural. Donc voilà, finalement, cette question des systèmes urbains ruraux, et nous, on travaille beaucoup sur les systèmes alimentaires territoriaux, typiquement, c'est un espace de dialogue et de concertation entre les acteurs de l'alimentation en amont et puis ceux qui mangent en aval. Dernière chose, parce que j'ai un faible pour les agriculteurs, vous avez utilisé beaucoup le terme d'agriculteur, comment vous avez dit producteur de paysages. De mon temps, quand j'étais plus jeune, on disait gardien du paysage, c'était autrement plus passif. Je trouve qu'il y a dans la question du paysage, en plus de ce que j'ai déjà dit, une réinterrogation du métier d'agriculteur, quoi. Et enfin, tu le dis très bien. C'est-à-dire qu'en sculptant le paysage, en s'inscrivant dans une logique de transition comme à Villarceau, finalement on réinvente le paysage et l'agriculteur est au milieu de ça. Et je trouve qu'il y a moyen vraiment que l'agriculteur retrouve des lettres de noblesse et se réapproprie vraiment son métier en n'obéissant pas à un système un peu, comment dire, pré-produit sur la manière dont il doit travailler. Voilà, il y a un avenir aussi pour l'identité agricole à travers le paysage et je trouve que c'est plutôt très enthousiasmant. Voilà. Bon, alors il nous reste un quart d'heure en gros de débat, discussion avec la salle. Donc vous pouvez prendre... Ah il y a tout de suite quelqu'un qui veut parler. Donc comment tu passes là? Oui, alors ce qu'elle m'a dit c'est très bien. On va prendre peut-être 3-4 questions d'un coup, de telle sorte que... Alors il y a une deuxième question avec Jean Cabanel. Derrière, il y a encore une autre question, 3 questions. On va prendre ces 3 premières. Hein, et après, on prendra la suite. J'ai 2 questions, mais rassurez-vous, elles sont courtes. Une pour Milan et une pour la Catalogne. Pour Milan, il y a un indicateur qui va intéresser, je pense, toutes les collectivités qui s'engagent dans des projets alimentaires territoriaux. C'est la part de la production métropolitaine dans l'assiette des habitants de la métropole. Par exemple, le Grand Paris, depuis les années 50, on est passé de 50% à 2%, c'est ce que j'ai retenu. Et il y a aujourd'hui un objectif qui émerge de repasser à 10%. Alors vous qui avez du recul, est-ce que vous voyez cet indicateur progresser dans le bon sens et nous laisser espérer dans une réversibilité de ce qui a été le bilan des 30 Glorieuses? Pour la Catalogne, j'ai l'impression que dans un territoire rural comme vous, l'un des points durs, ça doit être le transport et la logistique, parce que vos produits magnifiques et qu'on a envie tous de goûter, faut les transporter. Et pour ça, il n'y a guère que les transports routiers qui utilisent du pétrole. Comment réduire le bilan carbone de votre projet de territoire agricole ? Ok, on groupera les questions ou remarques. Hein. Oui, ce sera une remarque. Je voulais dire que ce qui m'étonne, c'est qu'on ne parle pas des petits paysans et de la dynamique des petits paysans, enfin pas en tout cas aujourd'hui, parce que ce qui m'a frappé, c'est que les innovations sont venues des petits paysans. Ce sont eux qui ont lancé vraiment et qui ont défendu le système bio et que finalement ils l'ont fait souvent contre les institutions, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient même de recherche. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que la France est faite par les petits paysans. Les paysages de France ont été faits par les petits paysans. Et ils ont été abandonnés, ou même on a tout fait pour les supprimer à un moment donné.
Mais il me semble qu'il y a une dynamique à partir des petits paysans, de la créativité, dans la commercialisation, qui est très importante. Et il me semble qu'il faudrait davantage les mettre au centre des réflexions. Ce que Priora nous a apporté un petit peu. Derrière, là. Moi, étant fils de petits paysans, je soutiens ce qui vient d'être dit, puisque les petits paysans eux-mêmes manquent de compétitivité, enfin, manquent de compétition, ou sentent qu'en ayant d'autres collègues, eux-mêmes ils cherchent à innover et à se développer d'autant mieux. Je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Emmanuel Latouche sur la question des méthaniseurs. Je me sens assez intéressé aussi par le sujet. Mais je voulais juste donner comme argument le fait que le méthane est un gaz qui s'échappe déjà de toutes nos stations d'épuration, qui s'échappe de toutes nos décharges, qui est déjà dans l'atmosphère et qui n'a pas d'odeur. Ce qui sent, c'est le soufre. Donc sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas grand risque. Et sur le côté esthétique, est-ce qu'un méthaniseur qui a des formes arrondies, est-ce que c'est plus moche qu'un centre commercial? Est-ce que c'est plus moche que des lotissements, si on veut? Est-ce que c'est plus moche qu'un pylône électrique? Est-ce que c'est plus moche qu'une centrale nucléaire? Est-ce que l'intérêt qu'il y a autant dans le bouclage des cycles d'azote, de phosphate, dans l'intérêt de ressources agronomiques et énergétiques que représente le méthaniseur, est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt qu'un centre commercial, par exemple? Merci. Juste si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Dominique Le Fur, paysagiste conseil Andréal, Hauts-de-France. Je m'adresse à Dominique S. J'étais intéressée par la production dans l'associativité, mais comment avez-vous pu vous procurer des terres? Comme on n'a pas eu beaucoup d'illustrations, est-ce que vous avez pu avoir des terrains et au bout du compte créer des emplois pour les demandeurs d'emploi? Ok. Alors, il y a des questions pour la question de la commercialisation de vos produits, l'usage des routes. Enfin, chacun a sa question. Donc, allez-y. Bon, la question, on ne peut pas la répondre comme ça, parce que le Priorat, vous avez vu, c'est une petite région avec moins de 10 000 habitants, 25 petits villages, avec des routes compliquées. Et pour l'exportation de nos produits, bien sûr, on est dans un contexte global, un système qui a ces moyens de transport qu'on ne peut pas changer, depuis le Priorat, je veux dire. On a essayé, on essaye toujours de lutter pour avoir des transports publics, surtout le train, qui est de plus en plus pénible, presque inexistant, parce qu'on n'est pas nombreux, donc c'est pas rentable, donc ça n'a pas besoin. La seule chose qu'on peut faire, c'est dans notre coin du monde, à petite échelle toujours, parce que c'est l'échelle qu'on peut quand même oser faire quelque chose. Donc là, on en a parlé, on parle toujours dans les actions prévues dans le système de gestion qu'on a mis en place pour la candidature et tout ça. Il y a pas à court terme, hein, parce que c'est pas réaliste, ça serait pas réaliste. Mais oui, à long terme, de mettre en place tout un système de mobilité dans l'intérieur du territoire, évidemment, à partir des voitures électriques. Mais ça, comme je vous dis, c'est quelque chose qui reste dans notre contexte à nous. Et bien sûr, on n'a pas la capacité, on voudrait bien. On peut pousser, mais pour pousser, il faut être très nombreux. Donc, c'est pour ça aussi que pour nous, c'est très intéressant, lier des complicités avec d'autres initiatives qui rèment dans le même sens, dans la même direction. Mais on doit être aussi conscient de notre possibilité, parce qu'on ne peut pas non plus... on peut toujours rêver, on va toujours rêver, mais on ne peut pas non plus
c'est croire capable de changer des choses qui ne dépendent pas que de nous. Donc, il faut mélanger les deux choses, le réalisme d'un côté, mais toujours aussi l'utopie qui sera là. Mais agir là où on peut agir et créer complicité avec le reste des gens qui veulent, avec tous ensemble, on peut aller, donc on peut pousser pour que ça se passe au niveau plus global. Mais c'est pas facile, hein, la question en plus. Ok. La question de Jean Cabanel sur les petits paysans, je pense que chez vous, c'est vraiment très clair. Hein, donc on ne va pas continuer là-dessus, mais la remise en cause dans le priorat du système de banquettes, de terrasses, l'imagination, c'est faite par les petits paysans locaux. Hein. C'est-à-dire que chez nous, donc, l'orographie, la climatologie, la géologie, ça marque très fort ce qu'il disait tout à l'heure. Il faut faire avec la nature sans la soumission de cette nature-là. Il faut trouver, c'est-à-dire que pour nous, notre paysage, c'est un peu cette livre qui nous explique cette capacité d'adaptation à cette nature qui était là avant nous, quoi. Mais bien sûr, quand l'agriculture, elle peut être aussi très agressive par rapport à cette nature-là et par rapport à Alors, l'histoire de notre agriculture, ça a été plutôt l'adaptation, c'est-à-dire essayer de trouver l'innovation, l'adaptation de façon qui ne soit pas trop agressive par rapport à la nature, mais qu'en même temps, ça nous permette que les fruits de cette agriculture nous permettent de vivre dans ce territoire. Et maintenant, c'est une des enjeux qui se posent. C'est d'un côté donc la puissance des nouvelles terres regagnées à la forêt qu'avant avaient déjà été cultivées avec la phylloxéra, ils ont été abandonnés. Et on les récupère. On récupère les banquettes qui étaient là, la forêt avait envahi et ou avait reconquéri, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est vrai que maintenant, la capacité humaine, avec toutes les machines, ça va beaucoup plus loin. Donc avant, on ne comptait pas les heures qu'on passait à faire un petit muret pour mettre juste à l'olivier. Maintenant, alors il y a les appellations d'origine qui ont mis des règlements du paysage exprès pour ne pas convertir des petites collines dans des zigourats ou des plaines carrément. Alors il y a cette volonté de continuer à être un exemple d'adaptation et d'harmonisation entre le territoire et l'activité humaine, toujours en gardant, c'est une de notre valeur, que c'est le sens de la dimension et de l'échelle. Et ne pas rompre, ne pas perdre ces valeurs-là, parce que c'est une des choses qui nous identifient. Mais c'est toujours compliqué, et surtout parce que si ces modèles transmettent ces modèles agricoles d'agriculture paysanne, quand ça commence à être connu et prestigieux, il y a les grosses boîtes, les grandes marques de vin qui viennent s'installer et qui ne sont pas tout à fait sensibles aux mêmes sensibilités. Alors, c'est pour ça que nous, on est très convaincus qu'il faut surtout agir sur ces modèles-là. Plutôt, en même temps qu'il y a des règlements de paysage, c'est bien. Mais si on n'agit pas pour pouvoir conserver ces modèles de petite agriculture, on n'y arrivera pas. On aura peut-être un paysage très beau, mais ça ne serait pas notre paysage, ça ne sera pas notre modèle, il ne nous intéresse pas, carrément. Ok. Alors, il y avait une question sur la maîtrise foncière. Hein, et Vous ne l'avez pas compris comme ça, mais on parle de maîtrise foncière. On remet des mots sur les trucs. Ouais, on parlait d'associativité. Annie Le Fur qui posait la question, je n'ai pas vu où elle était. Bon, enfin, simplement, l'associativité, comment on a les terres, hein, c'était ça. Hein. La question au départ, ce qui me permettra d'aborder ce lien aussi qu'on a avec les agriculteurs, qui malheureusement ne sont pas forcément des petits paysans, puisqu'on a un contexte pédoclimatique qui a été favorable aux grandes cultures, et qui fait que les petits paysans sont moyens grands. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais voilà, cette question de petits paysans nécessite d'être réinterrogée, en tout cas dans notre spécificité territoriale, même si aujourd'hui il y a des vocations qui s'expriment pour travailler effectivement sur plus petit, mais on pourrait plus
parler plus volontiers de nouveaux paysans que des paysans au sens historique où vous les avez un petit peu invoqués. L'associativité, je vais vous prendre des exemples. On met en place donc le premier site sur la maison d'ingénieurs, donc des mines, à Los Angeles. Terrain-ville. Ville, Los Angeles, ville pilote du développement durable, qui a bien évidemment un intérêt pour ces questions, donc c'était assez facile. Deuxième terrain, le CE, le comité d'entreprise du premier bailleur du nord de Paris, qui s'appelle Maison et Cité. Donc ce comité d'entreprise a ses locaux à côté, a des salariés, commande des paniers chez nous pour ses salariés, trouve le terrain tellement joli, qui demande sur sa pelouse d'attente, qui lui attente de rien du tout d'ailleurs. Oui, d'accord. Merci. Vous faites les intervenants principaux 3-4 minutes, nous on a 30 secondes. De mettre en place effectivement un terrain comme celui-là. L'AFPA de Liévin, pareil, une pelouse qui coûte à l'entretien, nous donne des terrains. Et ainsi de suite. Donc quand je parlais d'associativité, alors en plus du coup tous ces acteurs-là, on les met dans un club d'entreprise qui s'appelle Elémia, puisqu'il y a des interactions entre nous, des partenariats, ce qui nous permet d'aller un peu plus loin et d'intéresser aussi d'autres catégories d'acteurs à la question du cultivé, du bien manger, de toutes ces questions-là. Hein. Pareil pour la question des paysans, j'en termine là, voilà, sur cette idée qui avait été énoncée par un des contributeurs dans la salle, qui est de rapprocher effectivement l'agriculture des hommes, toutes ces questions des hommes. C'est bien l'enjeu. L'idée, c'est de ne pas faire de coupure en disant les urbains essayent de s'autosuffire, à essayer d'imaginer des systèmes entre eux. Dans notre système, donc il s'agit bien d'un système alimentaire territorialisé, nous coopérons avec les agriculteurs dont je viens de vous parler il y a quelques minutes. Agriculteurs qui ont été aussi incités à aller dans l'agriculture biologique grâce à la municipalité qui a lancé un 50-50, qui a dit voilà, moi j'ai 15 hectares à mettre à disposition avec une clause environnementale qui veut que ce soit en agriculture biologique. Par contre, tout allocataire des hectares qu'on donne doit fournir l'équivalent en hectares, 50-50. Résultat, à peine 2 ans après, on est passé de 2 ou 3% de la surface agricole utile de Los Angeles à 10% de la surface agricole utile de Los Angeles qui est convertie en agriculture biologique. Vous voyez ces associativités, comment aujourd'hui elles peuvent se produire, non pas dans le conflit et la contrainte, mais dans des phénomènes d'incitation et de lien des questions les unes vis-à-vis des autres. D'accord. Est-ce que vous voulez répondre à la question sur le... Pardon ? Oui, d'accord. Bon, en 2 mots ? Non ? Bon, vous en parlerez peut-être à table alors. Ou alors vas-y. Très rapidement, sur la question alimentaire, les plans alimentaires, alors Milan a signé une carte, elle a promu une carte à l'occasion d'Expo avec une bonne partie du monde qui a signé. Et donc elle doit donner les bons exemples. On a encore beaucoup de travail à faire. Un exemple, c'est Milano Ristorazione, c'est la cantine qui gère toutes les cantines de Milan pour la restauration aux enfants. Elle a intégré une partie de ses produits avec le district agricole. Donc les riz et les courgettes, si je ne me trompe pas, arrivent du district agricole. Aussi, le district a cherché de commercialiser sur les grandes surfaces, notamment la chaîne Esselunga à Milan, et commence à avoir. Et parce que nous, on est carents de légumes. On avait une ceinture horticole maraîchère, mais maintenant elle est presque disparue, donc on a besoin du frais. On est plus fort dans les céréales, et notamment du riz ou dans les laits. Ce sont les deux. Donc on est en marche, mais encore. Très bien. Bon. Juste, la méthanisation traite des déchets, produit des énergies renouvelables, est ancrée territorialement, produit une matière organique qui revient au sol, donc pas de problème sur la méthanisation. Je disais juste que la forme du méthaniseur est une forme nouvelle dans le paysage et donc interpelle et permet une mise en débat de la question de la transition énergétique, simplement localement. Voilà, pour autant qu'on ouvre le débat correctement, et c'est ce qu'on défend au niveau du CERD, c'est un dialogue territorial de qualité autour de ces innovations finalement paysagères qu'amène la transition énergétique. Voilà, donc, mais je n'ai pas de problème avec la méthanisation.
Très bien. Écoutez, je vous remercie tous de cette participation.